Chers amis amateurs francophones de thé, bonjour. Merci Olivier et merci Vlad d'être là parmi nous. Euh, donc aujourd'hui, nous allons parler de porcelaine et on va utiliser pour cela un livre, The White Road, Journey into an Obsession. Vous pouvez le voir ici à l'écran. C'est un livre écrit par Edmund de Waal, un céramiste anglais, et il a fait donc de ce livre un espèce de pèlerinage dans trois villes très importantes pour la porcelaine. D'abord, ça commence à Jingdezhen en Chine, puis il ira à Dresde en Allemagne, là où la porcelaine a commencé en Europe, et il finit forcément en Angleterre par la porcelaine anglaise que lui il connaît. Euh, ok, très bien, que le son va bien, super. Donc on va faire un petit peu ce cours centré sur la porcelaine. Aujourd'hui, on va juste aborder la partie de Jingdezhen. La semaine prochaine, on parlera de Dresde et dans 2 semaines, nous parlerons donc de l'Angleterre parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la porcelaine. C'est vraiment un sujet fascinant et rien que dans ce livre, il y a beaucoup de choses à dire. Hein, vous pouvez le voir déjà avec mon chashi. J'ai essayé de vraiment de donner une grande place à la porcelaine et c'était vraiment pas compliqué. Quand on boit du thé, on a besoin souvent de porcelaine pour y mettre notre thé dans une jarre en porcelaine. Ensuite, on présente le thé sur une petite coupelle, souvent en porcelaine. On va le préparer dans un gaiwan, aujourd'hui en porcelaine, hein, à moins d'utiliser une théière en Yixing ou bien une théière en argent, quand même la plupart du temps, on utilise de la porcelaine. Et là où on est pratiquement toujours en porcelaine, c'est pour les tasses, parce que ça nous permet d'être neutre, de pouvoir les utiliser pour tous les thés. Et puis, on peut également utiliser de la porcelaine comme bol pour eau usée. Euh, et, et donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 accessoires de porcelaine. Euh, donc c'est vraiment très très utile pour le thé. Euh, et ça va forcément nous intéresser. Alors, ce céramiste anglais, Edmund de Waal, il a donc écrit ce livre et il commence par parler de la Chine parce que c'est forcément en Chine que ça commence et il va à Jingdezhen, qui est vraiment la capitale de la porcelaine depuis 1000 ans. Lui, il dit que la porcelaine a commencé il y a 1000 ans. Bon, il a raison pour ce qui est de Jingdezhen. On peut dire qu'effectivement là-bas, l'histoire de Jingdezhen et de la porcelaine à 1000 ans. Mais en fait, la porcelaine en Chine a été inventée il y a 1800 ans déjà. Cette date ne figure pas dans ce livre, donc je la complète. Ça, c'est un petit peu euh, ma petite valeur ajoutée de suivre ce live. Vous prenez des petites rectifications euh, et des petites informations qui ne sont pas dans ce livre. Donc j'essaie d'y apporter ma perspective d'amateur de thé pour éclairer un petit peu ce qu'il raconte, mais forcément on va aussi beaucoup se servir de ce que lui nous raconte pour éclairer un petit peu notre expérience d'amateur de thé. Jingdezhen, c'est une ville, peut-être que c'est quelque chose qu'on entend souvent, une ville dont un empereur a donné le nom. En fait, l'empereur, c'est Song Zhenzong, un empereur donc de la dynastie Song, puisqu'il s'appelle Song, Zhenzong. Mais Zhenzong, Jingdezhen, il n'y a pas de rapport. En fait, si. Le rapport, c'est que ces empereurs-là, dans le passé, ils donnaient des noms à leurs différents ères de règne. Donc pendant quelques années, l'ère s'appelle l'ère du printemps éternel. Ben, ensuite, on passe à l'ère de la fortune durable, etc., etc. Et donc, cet empereur Song Zhenzong, il a appelé son ère de 1004 à 1007, il a appelé cette ère Jingde. Et en hommage cet empereur, à ce moment-là, la ville a pris son nom
Jing de Zhen, Zhen voulant dire ville. Ça, ce n'est pas dans le livre, mais donc c'est quelque chose que je rajoute pour vous expliquer d'où vient le nom et l'explication que vraiment cette ville a des relations depuis 1000 ans déjà avec les empereurs de Chine. Et Edmund de Waal nous écrit que ça fait déjà depuis 800 ans que la porcelaine est exportée aussi vers l'Europe. Les premiers à importer la porcelaine, ce sont les gens de Venise, hein, les Vénitiens. Et c'est d'ailleurs eux qui vont trouver ce nom de porcellani. Hein. Pourquoi? Parce qu'au départ, ces objets blancs leur rappelaient beaucoup ces espèces de coquillages aussi très très blancs et ronds qu'on utilisait dans certaines îles comme de la monnaie. On appelle ça kaui, mussels en anglais. Je ne sais pas le nom exact en français. Et donc, comme ces coquillages avaient un aspect un peu rondelé de petits porcs, de petits cochons, ils ont appelé la porcelaine porcellani parce que ça leur rappelait la forme du cochon et ils pensaient que la porcelaine, en fait, elle était faite avec le même matériel que ces coquillages. Euh, Ils ne savaient pas encore à l'époque d'où venait la porcelaine, c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Et donc ça ne vient pas d'un matériel de coquillage, ça vient d'une glaise très particulière. Mais donc à l'époque, il n'y a pas encore ces connaissances et donc le mot porcelaine vient en fait de la racine porc, hein, porcelet. Euh, Ça c'est quelque chose qui m'avait échappé. J'étais assez surpris de cela. Euh, Dans son pèlerinage, ce qui est intéressant aussi, c'est que Edmund de Waal, il a réussi à tracer des très anciens objets, et il y en a un qui a été ramené, une porcelaine ramenée par Marco Polo à Venise, et elle est conservée très précieusement dans une basilique dont le nom maintenant m'échappe, mais qui est indiqué dans le livre, et qui n'est pas visible au public, mais parce qu'il est vraiment très très passionné par le sujet, il a réussi à convaincre le père de la basilique de lui montrer cette porcelaine ramenée de Chine par Marco Polo. Et donc on a ce genre de petits faits divers, de petits détails où il peut voir une des premières porcelaines à venir de Chine vers l'Europe. Donc, notre auteur, il est à Jingdezhen. Il remarque que c'est une grande ville qui fonctionne ouais, comme toutes les grandes villes chinoises, avec un trafic énorme. Il fait très chaud en été, il y a de l'humidité, il a du mal à traverser les routes. Ça a l'air vraiment dangereux avec toute la circulation. Et, euh, et donc là, ils se sont un petit peu oppressés dans cette grande ville qui déjà à l'époque, grâce à la porcelaine, faisait vraiment vivre beaucoup et beaucoup de familles. Euh, un de ses guides dans son appréhension, dans sa découverte de la ville et dans sa découverte de la porcelaine, ce sont deux lettres qui ont été écrites il y a 300 ans. 300 ans par par Père François Xavier d'Entrecolle. C'est donc un moine jésuite qui avait été envoyé euh, en Chine pour christianiser la Chine et aussi un petit peu pour mieux comprendre ce grand empire. Il a appris le mandarin et il a servi également un petit peu euh, c'est un petit peu le premier réseau d'espionnage dans le monde. L'Église, c'était un petit peu Rome, c'est un petit peu un État parmi les États européens. Et donc toutes les lettres que les différents pères renvoyés de partout dans le monde vers Rome, ça a constitué vraiment une clé pour bien comprendre le monde actuel. Et dans les deux lettres que Père d'Entrecolle a envoyées, en 1712 et en 1722, il explique déjà très en détail
comment la porcelaine était produite à Jingdezhen. Hein, et c'est avec ce genre de matériel qu'on a pu ensuite fabriquer la porcelaine en Europe. Donc, on est avec Edmund de Waal, on arrive à Jingdezhen, et quels sont les endroits qu'il a envie de visiter lors de son pèlerinage? Un des endroits qu'il va voir, un des tout premiers, près de Jingdezhen, c'est l'endroit des anciens fours, là où on faisait la porcelaine à l'époque, dans les époques assez reculées, un peu en dehors de la ville, une partie maintenant qui est un petit moitié à l'abandon, moitié utilisée pour l'agriculture. C'est pas assez important pour que ça soit protégé. Ce ne sont pas les fours impériaux, ce sont des fours privés. Et donc c'est un endroit où même un touriste peut se rendre, marcher, et dans cette contrée-là, d'anciens fours, il y a des quantités énormes de restes, de fragments de porcelaine, donc de la porcelaine qui a été détruite lorsque elle a été défournée. Les fabricants ont trouvé que elle pêchait en qualité, qu'elle n'était pas à niveau, qu'il y avait ou bien un problème euh, de qualité de la glaise, ou bien un problème euh, de feu. Il n'a pas fait assez chaud dans le four, mais il a fait trop chaud. La pièce a été déformée, ou bien la décoration a raté, ou bien la porcelaine a collé à son support. Enfin, il peut y avoir plein de raisons pour casser pour la porcelaine, pour que la porcelaine ne soit pas réussie. Et donc, il est un petit peu comme un Sherlock Holmes. Il prend des fragments et il regarde avec son œil d'expert, de céramiste, et il se demande, tiens, pourquoi est-ce qu'on a cassé ce morceau-là? Qu'est-ce qui a merdé? Hein, mais en même temps, il peut quand même voir, il y a certaines parties qui sont encore belles, il y a certaines décorations euh, qui étaient bien faites. Il y a juste, c'est juste pas du 100%, mais parce qu'il y avait un certain niveau d'exigence. On ne voulait pas vendre des porcelaines qui ne satisfaisaient pas à leur cahier des charges. Donc là, c'est un des premiers endroits où il va. Et le deuxième endroit, en fait, c'est pour trouver la matière première. Hein. Et là, il nous explique aussi un petit peu c'est quoi la porcelaine. La porcelaine, en fait, elle se compose de deux éléments. Le premier, le plus connu, le kaolin. En fait, son nom, il vient de la montagne Gaolin. Euh, Gaolin 2, ça veut dire la terre de la montagne Gaolin, qui est près de Jingdezhen. Donc il va sur cette montagne, ce petit mont, et il peut voir là-bas comment la terre blanche y est encore extraite, et raffinée, et transformée en briques de 2 kilos, prête à être utilisée par les potiers, les céramistes à Jingdezhen. Il tombe même sur une espèce de moulin parce qu'on utilisait la force de l'eau des rivières pour pour mécaniser un petit peu ce travail de filtrage, de mixage et d'assainissement de la terre. Et donc là, il est dans un vieux moulin et puis il voit des briques, mais il voit personne pour lui en vendre. Alors ce qu'il fait, il en prend une et il met un billet de 5 yuan chinois en compensation pour la brique qu'il prend. Mais le kaolin ne suffit pas. Il explique que le kaolin, c'est un petit peu comme les os l'ossature d'une pièce. Ce qu'il faut encore par-dessus, c'est l'émail. Et cette émail, elle est faite surtout avec un produit qui s'appelle le pertunze. C'est un petit peu dunze, ça vient du chinois, donc c'est un petit peu une sinisation bien une francisation d'un mot chinois. Euh, Ça comporte beaucoup de mica, c'est beaucoup plus fin. Celui-là, on le trouve en fait en quantité plus grande un peu partout dans le monde. Et
il va être un petit peu mélangé avec le kaolin pour obtenir donc cette émaille très très fine de laquelle on va recouvrir les produits, les porcelaines brutes pour pouvoir les imperméabiliser avec cette émaille. Je commence à avoir soif. Là, j'ai déjà commencé à boire un thé, je vais le réinfuser une seconde fois. Euh, et donc, euh, on distingue pour la céramique trois niveaux de céramique. Il y a d'abord la glaise qui provient de la terre. En anglais, on va dire earthenware. Et ça, c'est par exemple un exemple d'earthenware qui n'est même pas émaillé. Donc, une glaise faite pratiquement à partir d'une terre très dure, très compacte, et qui est ensuite cuite à une température jusqu'à 1000 degrés Celsius. Ensuite, en céramique, on a la céramique qu'on appelle earthenware en anglais, euh, qui est faite à partir de pierres, de minéraux concassés et ensuite mélangés. Et ça aussi, ça va aussi un aspect plus sombre, mais ça va être plus dur que, que de la glaise qui vient du sol, simplement. Et celle-là, il va falloir la cuire à jusqu'à 1200 degrés environ. Et on va dire le stade ultime, c'est donc la porcelaine, donc du kaolin et du pertuns. Et celle-ci aussi va être, donc c'est une pierre, hein, au départ le kaolin. Et puis celle-ci également a besoin d'être cuite à plus de 1200 degrés Celsius afin de devenir vraiment dure et compacte. Euh, donc retenir aussi que le, la porcelaine, c'est pas juste du kaolin, c'est également l'émail qui va par-dessus. Donc il parle pour le kaolin, c'est un petit peu l'ossature, et pour le pertuns, l'émail, c'est ce qui va donner le corps et la peau vraiment de la pièce. Un autre petit détail qui est intéressant, c'est que cette pierre de kaolin, quand on la trouve brute dans la nature, il faut qu'elle soit un petit peu verte. Voilà, ça, elle n'est pas entièrement blanche. La bonne qualité, la meilleure qualité du kaolin, elle a une petite intonation un petit peu verte. Euh, voilà. Ensuite, euh, forcément, il est à Jingdezhen, qu'est-ce qu'il fait? Il se balade, il va dans les différents ateliers qui sont un peu partout dans la ville, et il remarque euh, que vraiment on fait un peu de la porcelaine dans beaucoup d'endroits, qu'il y a beaucoup de spécialisation dans la porcelaine. Hein, là où lui, c'est un céramiste artiste qui fait pratiquement tout du début à la fin, pratiquement seul, peut-être parfois avec des apprentis, mais sinon en fait il est quand même seul la plupart du temps pour les parties importantes. Euh, dans la porcelaine à Jingdezhen, on aime bien standardiser la production. Déjà, Père d'Entrecol remarquait que pour faire un bol, souvent ça passe par 70 personnes différentes. Hein, pour réaliser un seul bol, ça a besoin de 70 mains différentes pour euh, extraire le minerai, le filtrer, euh, le mixer ensuite. Une autre personne qui va mixer l'émail, une personne pour le tourner, une personne peut-être pour le laisser reposer, une personne pour le transporter, une personne ensuite pour le polir, une personne pour le décorer. Et la décoration aussi, il va être très très standardisé. On, on va standardiser, par exemple pour ce genre de décoration un peu compliquée, une personne va être simplement en charge de faire les ronds. Hein. Une personne sera en charge de dessiner les montagnes. Une autre personne sera en charge de dessiner les frises.
Donc c'est une standardisation qui nous fait déjà penser à celle de Ford pour faire les voitures 900 ans plus tard. Donc la standardisation, c'est quelque chose qui est déjà consubstantiel à la porcelaine depuis la nuit des temps et inventé par les Chinois. Donc pas étonnant qu'il soit aussi fort que ça la, pour les usines et tout ce qui est la production. Ah, ferme la parenthèse. Euh, mais en tant qu'artiste, forcément, Edmund de Waal, il est un petit peu, ouais, il regarde ça un peu de haut. Il est assez déçu par la qualité des décorations, la qualité du style, hein, beaucoup de Hello Kitty, enfin des euh, Dark Vador, Mickey sur les mugs, sur les tasses modernes. C'est pas tout à fait, on est très loin de ce que lui il produit comme artiste. Et il trouve que au niveau artistique, la qualité a plutôt tendance à baisser avec le temps, hein, que finalement les dragons, les phénix, c'était quand même beaucoup plus élégant autrefois par rapport au Hello Kitty moderne. Mais bon, tout le monde n'a pas les goûts de l'empereur. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore dire de son séjour à Jingdezhen? Finalement, un jour, on, on lui dit, tiens, on a trouvé, il y a l'usine numéro 72. En fait, c'est quelqu'un qui travaille là-bas, pas parce qu'il a besoin, mais parce qu'il a envie de travailler là-bas. Hein, on a trouvé enfin un entrepreneur, quelqu'un qui aime la porcelaine, un petit peu comme lui, pour la porcelaine, et qui en a fait un boulot parce que c'était sa passion. Donc il va le voir, il est très content. Et c'est l'occasion pour lui aussi de nous parler un petit peu du cobalt, qui est le pigment qui est brun au départ, à l'état brut, et qui devient bleu que lorsqu'il est cuit. Et c'est un pigment, donc forcément, qui vient de très loin au départ. Il, euh, il trouve un petit peu son origine durant la période mongole, où donc les Mongols contrôlaient non seulement la Chine, mais pratiquement jusqu'à l'est de l'Europe, hein, ils étaient arrivés. Et donc en contrôlant également la Perse, ils avaient accès aux mines de cobalt qui étaient situées à Kashan, et ils avaient pu exporter ce cobalt jusqu'à Jingdezhen, et les Mongols, les empereurs mongols étaient très très friands ensuite de Tsinghua, de porcelaine blanche et bleue, et ils en réexportaient beaucoup vers leurs cousins un peu partout dans l'Asie centrale, comme tribut, comme cadeau à offrir à leurs amis. Et donc la qualité du cobalt, c'est de nouveau un autre monde très complexe. Il y a beaucoup de manières de travailler le cobalt. Donc, comme ça vient de très loin, c'est très très cher, très rare. Euh, et c'est un petit peu aussi grâce au cobalt qu'on arrive à déterminer souvent la dynastie d'où provient une porcelaine, parce que l'origine du cobalt va un petit peu varier d'une ère à une autre. Mais le cobalt, parce qu'il permet de dessiner maintenant sur la porcelaine, offre de nouvelles possibilités pour créer bien plus de signification, donner plus de sens à ces porcelaines. Alors, il nous donne une liste en 1528. L'empereur Jiajing donne une liste de choses qu'on peut dessiner sur la porcelaine et des choses qu'il aimerait voir sur la porcelaine. Alors, il écrit en anglais des dragons qui poursuivent une perle. Dragons in pursuit of pearls. Ça me rappelle quelque chose, ça. On l'a pas. Ça me rappelle en fait la porcelaine
Est-ce que j'ai pas ici? Non. C'est la. euh, je l'ai remis en fait dans ma sélection. C'est une coupe ivoire avec deux dragons qui chassent une perle, mais en bas-relief, pas dessiné. Je les ai souvent sur mon blog, vous les connaissez probablement ces dessins. Des Gold Weighing Scales, Playing Boys, Sporting Dragons Rising and Descending, Phoenixes Flying, donc des dragons, des phénix, hein, donc des montagnes aussi, des clouds, des enfants qui jouent, donc il y a plein de lions qui jouent avec des balles. Donc il y a plein de motifs comme ça qui restent et qui sont réutilisés euh, à travers l'histoire de la Chine, même de la dynastie Ming, ensuite la dynastie Qing. Et donc c'est intéressant de voir les possibilités qu'a donné le cobalt pour créer encore plus de choses, en faire des dessins sur la porcelaine. Euh, il remarque aussi que la porcelaine, c'est vraiment quelque chose de complexe, hein. Donc, on a le cobalt, il est dilué pour faire des effets, hein, comme on peut le voir un petit peu sur cette pièce-ci, hein. On a une impression un petit peu de trois dimensions en utilisant différents euh, dilutions pour donner plus ou moins de relief à ces montagnes. Mais même la porcelaine, elle a différents niveaux de qualité. Euh, la meilleure, elle est vraiment, euh, elle a un côté presque lumineux et elle est un peu translucide, on peut voir à travers. Celle qui est de moins bonne qualité, c'est celle qui aura un côté un petit peu gris, un peu grisâtre. Ça, c'est la qualité moins bonne de porcelaine euh, à Jingdezhan. Une autre chose remarquable à Jingdezhan, ce sont les marchés de, d'antiquités, de fausses antiquités, et également des marchés où on peut acheter ces fragments anciens. Certains peuvent être assez chers parce qu'ils peuvent représenter des dessins anciens et ou bien être assez grands. Et parfois, ce que font certains potiers, c'est qu'ils prennent des bouts de fragments et ils les incorporent dans une pièce nouvelle. Et ainsi, ils peuvent vraiment lui donner l'aspect très ancien parce que, ayant vraiment une partie qui est très ancienne, quand un mauvais expert les regarde, s'il regarde d'abord cette partie ancienne, il pourra voir effectivement que c'est du vieux et il va pouvoir et peut-être qu'il va tomber dans le panneau et croire que tout le reste du bol est vieux également, et donc à ce moment-là le prix d'un tel bol, assiette, etc., qui arrive à encore incorporer une partie ancienne peut être beaucoup plus cher qu'un accessoire fait récemment. Dans un de ces marchés euh, soi-disant anciens, il a d'ailleurs acheté plusieurs bols de la dynastie Tang, mais fait la semaine dernière, comme il écrit de manière un peu humoristique. Donc il ne se fait pas d'illusion que pour 10 yuan, les bols qu'il a achetés ne sont pas antiques. Hein, à ce prix-là, c'est pas possible. Ils sont neufs. Mais même le vendeur lui dit, est-ce que vous voulez qu'on leur donne un coup encore plus vieux? Hein, ils ont des trucs, certaines pommades pour enlever l'émail, pour donner un aspect encore plus ancien aux porcelaines. Donc la porcelaine ancienne, la porcelaine antique, il faut vraiment s'en méfier parce que si on ne s'y connaît pas, il y a plein de gens à Jingdezhen qui travaillent rien qu'à faire des reproductions, des imitations, et c'est pas tout le temps qu'on va vous dire que c'est une imitation. La plupart du temps, si on voit que le client ne s'y connaît pas, on essaie de la lui vendre comme un objet qui est vraiment ancien. Là, par exemple,
là, ces coupes d'imitation de dynastie Ming, hein, elles ont été faites il y a une dizaine d'années, mais même la personne qui les a faites, elle avait demandé, tiens, est-ce que vous voulez, je peux c'est tellement bien fait, si je mets un petit coup, je, peut-être en cassant un petit peu par-ci par-là, on peut faire croire que c'est vraiment du Ming. Mais donc là, il faut vraiment faut faire très attention. Hmm. Euh, Sinon, dans les temps anciens, euh, Edmund de Val nous parle également d'un endroit qui malheureusement a été détruit entre-temps, mais qui a vraiment marqué les esprits à son époque. C'est une pagode créée par l'empereur Yongle, une pagode en porcelaine, une pagode de 9 étages, hein, octogonale, qui s'élève qui a plus de, non, qui a exactement 286 marches, donc vraiment immense, à 9 étages, qui était visible depuis très loin et qui était vraiment décoré avec beaucoup de porcelaine, et la porcelaine qui était très fine, qui permettait d'être un petit peu translucide, ce qui fait que la nuit, on y mettait des lumières, des lampes, et euh, comme c'était une tour, hein, les pagodes ce sont des tours, elle était visible vraiment de très loin grâce à ces lumières. Et c'était vraiment une des merveilles du monde qui malheureusement donc a été détruite durant les guerres en Chine. Mais ça a vraiment euh, été une des utilisations les plus ultimes, les plus belles pour la porcelaine euh, d'une manière très grandiose. Edmund de Waal explique aussi que la porcelaine, c'est quelque chose qui convient plutôt à faire des objets assez petits. Hein, euh, et c'est vraiment un challenge d'arriver à faire des pièces très grandes parce que le kaolin, c'est donc cette ossature qui va supporter son propre poids. Mais il y a quand même des limites physiques à faire des objets trop grands. Ça, c'est vraiment très difficile de faire des objets très grands en porcelaine. Ce n'est pas un matériau qui est fait pour être aussi résistant à des grandes tailles. Donc parfois, on voit des très grands vases. Ça, ce sont vraiment des prouesses techniques d'arriver à faire des vases aussi grands parce que c'est pas un matériau qui est vraiment fait pour ça. Euh, c'est plutôt vraiment fait pour des petits objets comme nos coupes, nos gaiwan, mm, ou bien les bols. Mm. Euh, donc c'est intéressant de voir parfois qu'on a réussi à pousser la porcelaine aux limites du possible en faisant des choses très grandes, comme cette pagode ou bien des grands vases. Euh, les choses là où on poussait vraiment la porcelaine le plus, c'était forcément toujours l'empereur qui demandait chaque année, qui envoyait ses bons de commande à Jingdezhen pour demander un grand nombre d'accessoires, d'assiettes, de bols, de tasses faites en porcelaine. Beaucoup de ces accessoires étaient faits pour être donnés ensuite aux membres de sa famille ou bien à ses ministres les plus méritants ou bien être envoyé aux ambassadeurs des pays voisins afin de garantir la paix entre la Chine et ses voisins, ce qui n'est pas toujours facile. Euh, et, et donc on a toute une correspondance aussi entre l'empereur et la cité de Jingdezhen. Et Edmund de Waal nous explique qu'il allait aux archives de la cité de Jingdezhen pour voir tous ces bons de commande qui venaient de Pékin, et puis de voir comment Jin Nozan y répondait. Et notamment, donc il examine un ou deux dans l'histoire, et puis très rapidement, il va voir la dernière page. C'est quoi la dernière commande des empereurs de Chine? Et en fait, la dernière commande, elle venait de Puyi, hein, lui, il avait 5 ans à l'époque, donc ça devait être un de ses oncles, un de ses conseillers qui a fait cette demande pour lui en 1911, juste avant qu'il n'abdique. Et il demandait à l'époque,
en 1911 une centaine d'assiettes en porcelaine avec une émail rouge. Donc 100, c'est pas grand-chose comme quantité, mais même ça, Jingdezhen n'arrivait plus à le faire. Finalement, ce qu'ils ont envoyé, c'est une centaine d'assiettes avec un dragon rouge peint sur l'assiette, parce qu'ils ont expliqué, désolé, mais on n'a plus la technique, le savoir-faire technique pour faire une émaille rouge sur toute l'assiette. On arrive juste à peindre un dragon rouge dessus. Donc, et c'est ça qu'ils ont envoyé en dernier à l'empereur. Alors, heureusement pour eux, l'empereur a quitté son trône l'année d'après. Sinon, dans les temps un peu plus anciens, j'imagine que hop, c'était eux qui perdaient la tête s'ils n'avaient pas réussi à faire ce que demandait l'empereur. Mais bon, là, ça montre vraiment la décadence et la fin des temps impériaux, de ne pas arriver à produire ce que l'empereur veut, même s'il ne veut qu'une centaine de pièces, parce qu'on voit dans d'autres archives plus anciennes qu'on demande qu'il fabrique 10 000, 20 000, 30 000 pièces pour une année. Hein, donc là, une centaine d'assiettes, c'était vraiment rien. Et même ça, ils n'ont plus réussi à le faire. En fait, il y a encore eu une demande quasi impériale pour un service à thé, c'est ça qui est intéressant, en 1975. Hein, pas d'empereur en 75. En fait, c'était pour Mao Zedong. Mao Zedong, pratiquement l'empereur de Chine à l'époque, Chairman Mao, hein, il voulait également une porcelaine impériale. Donc, Jingdezhen a mis une équipe en place avec les meilleurs techniciens de la porcelaine pour réaliser un service à thé. D'abord, ils sont creusés les méninges. Qu'est-ce qu'on va lui offrir? Hein, lui, il veut quelque chose, de la porcelaine impériale, des vases. Ça fait un peu trop bourgeois capitaliste. Ça sert à rien un vase. C'est juste pour faire joli. Ça, c'est dégénéré comme art. Donc, il fallait que ce soit quelque chose qui serve, qui ait une utilité. Donc là, ils ont pensé à faire un service à thé. Donc, il est très intéressant que même les communistes en 75 considéraient encore que le thé, ce n'est pas quelque chose, une dégénérescence bourgeoise, mais c'était encore quelque chose d'utile. Et puis donc, ils ont fait une porcelaine très blanche avec des fleurs miroirs roses, donc une émail rose. Et ils ont créé 155 pièces, très jolies. C'est donc dans le musée à Jingdezhen, parce que quelques mois après, le chairman Mao Zedong s'est éteint. Je pense qu'il a encore pu voir ça. Je crois qu'il a encore pu voir son set, mais il n'a pas pu s'en servir très longtemps en tout cas. Voilà, voici pour aujourd'hui ce que j'avais à dire sur Jingdezhen et ce que Edmund de Waal nous écrit dans son livre The White Road, Journey into an Obsession. Je ne sais pas si la traduction par une route blanche ou bien une voie blanche. Je vais un petit peu regarder rapidement vos questions. Anne-Marie, bonjour, merci beaucoup pour tes enseignes, intéressant. Grande classe, je me suis acheté le livre d'Edmund de Waal et le roman qu'il a écrit. Ben, très bien. Donc effectivement, si vous le trouvez dans le commerce, dans vos petites librairies, je vous le recommande. Il n'y a pas tellement on parle parfois forcément de manière tangente de thé, euh, mais même si on ne parle pas autant de thé qu'on aimerait, la porcelaine, c'est quand même le matériau fondateur et hyper important pour la dégustation du thé. Donc c'est un livre que je vous recommande parce qu'on y apprend plein de choses sur la porcelaine, son histoire, et qui commence donc en Chine et qui continue jusqu'à aujourd'hui à Jingdezhen. Donc j'espère que si vous n'avez pas d'autres questions, je crois qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie pour votre fidélité de m'avoir suivi aujourd'hui. Et donc je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour continuer notre pèlerinage dans les endroits de porcelaine. Et donc nous irons en Allemagne, Norddeutschland,
à Dresde et nous verrons comment Meissen a commencé à faire de la porcelaine. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, bon thé à vous et portez-vous bien et on se voit la semaine prochaine.